Paul Martins, président de la Cour constitutionnelle de Belgique, écrit dans la préface d'un ouvrage intitulé « Le nouveau management de la justice et l'indépendance des juges », deux points, ouvrez les guillemets, « Tout juriste attaché à ce qui fait l'essence de sa discipline n'a-t-il pas un devoir d'insurrection face à cet envahisseur masqué, entre guillemets, qu'est le management? Peut-il accueillir sans s'insurger la marchandisation de son office, la marchéisation de sa production, la mercantilisation de son âme ?» Romain Loffer, professeur émérite à HEC Paris, bonjour. Cette citation est extraite d'un texte que vous avez publié dans le cadre d'un ouvrage coordonné par Alain Supiot, donc de sa chaire au Collège de France, L'entreprise dans un monde sans frontières, perspectives juridiques et économiques. Et vous êtes l'auteur dans cet ouvrage, donc à l'invitation d'Alain Supiot, d'un article consacré aux théories du management entre histoire et actualité. Romain Loffer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes une figure de la recherche francophone en management. Au nom de Romain Loffer, on associe les questions de risque majeur, de management public redéfini comme le moment où le management devient public, et non pas au sens traditionnel du terme. Vous êtes le penseur des institutions et de la place des institutions dans le management et la gestion. Vous êtes le penseur de la légitimité. Je suis enchanté de vous recevoir pour évoquer parcourir avec vous 40 ans de travaux, puisque vous me rappeliez qu'un de vos premiers travaux a été publié en 1977 dans la Revue française de gestion. Un de ses premiers travaux, le titre était « Crise de légitimité dans les grandes organisations », jusqu'à donc cet ouvrage publié en 2015, coordonné par Alain Supiot. Voilà. Faisons ce tour d'horizon général. Votre point de départ, c'est Frank Knight, au fond. C'est l'incertitude et le cœur du problème, et il faut en tirer toutes les conséquences pour penser le management, les institutions, la légitimité. Oui et non. C'est-à-dire, je suis tombé sur Frank Knight très tôt. Mais, et sur l'incertitude, en fait, presque sans le savoir. Je veux dire, c'est progressivement que Knight, qui apparaissait comme une note dans le premier article, est devenu le centre de l'analyse, par exemple, sur les risques majeurs. Mais le cheminement, ça a été une série de confrontations avec des conflits, des hiatus. Par exemple, le management public, dont vous parliez tout à l'heure, eh bien, c'était la confrontation du management qui était censé être privé avec le public qui était supposé public. Bon, quand on essayait de développer le management public dans une grande école, on allait voir les gens de l'administration, ils étaient choqués. C'était quelque chose d'inadmissible. Il suffisait de regarder le droit, effectivement, pour comprendre pourquoi. Parce que les institutions françaises sont fondées sur la séparation du public et du privé, et sur une notion très simple qui est le critère du droit administratif. Bon. Donc, a priori, ils avaient parfaitement raison, le management public était scandaleux. Bon. Mais quand on regardait les traités de droit public à l'époque, en particulier celui de Vedel, on voyait que l'histoire avait trois périodes. Une période dite puissance publique, qui était le 19e siècle, une période dite service public, qui était le début du 20e siècle, et à partir des années 45-60, il parlait de crise du critère. Donc on était tout de suite dans la notion de crise de droit, mais de crise de légitimité, au fond. Bien sûr. Et le management public apparaissait comme la conséquence directe de ça. C'est-à-dire, pourquoi il y aurait management public ? Parce qu'on ne peut plus séparer ce qui est public et ce qui est privé. Voilà. Alors, voilà, c'était très simple. Et à partir de là, on s'apercevait aussi que la crise était symétrique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement une crise du secteur public, mais évidemment, symétriquement, une crise du secteur privé. C'est là où Knight devenait important, parce qu'il montrait justement que l'entreprise elle-même connaissait la théorie du marché. Elle-même connaissait une crise. Voilà. Donc voilà, c'était le point de départ. Et vous voyez, à chaque fois, c'était aller vers la théorie pour comprendre, mais partir de choses très concrètes comme point de départ. Bien sûr. À chaque fois, c'était un peu ça. Pour être très clair, Frank Knight, c'est le penseur de l'incertitude, c'est le penseur du moment. Son article, évidemment, célébrissime, c'est Risk, Uncertainty and Profit. Oui. Et c'est le moment où on ne peut plus calculer. C'est le moment où le cadre de raisonnement s'effondre. Et c'est là qu'arrive la notion de risque majeur, c'est-à-dire, au fond, on se trouve face à un univers où on ne peut plus probabiliser. Voilà. Alors, pour prendre différents aspects de la question, le risque majeur, c'est quelque chose sur quoi je suis tombé il y a une vingtaine d'années, je pense, à la suite d'une demande d'un ministère de l'Environnement, en fait, du service de recherche,
qui se posait la question de savoir comment se fait-il qu'il est si difficile de dialoguer avec l'entreprise en matière de risque majeur. Bon. Là, j'ai réfléchi et je me suis aperçu que c'était rien d'autre que la question de la crise de légitimité que j'avais rencontrée 20 ans plus tôt. Donc j'ai dit oui, je peux traiter cette question. Et toute la partie théorie économique du livre que j'ai produit à ce moment-là et du rapport que j'ai produit à ce moment-là, c'est simplement une analyse du livre Risk, Uncertainty, Profit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Frank Knight a écrit ce livre en 1916 comme sa thèse, en 1921 ou 22 publié par les presses de l'Université de Chicago, oui. Et que Knight, donc, qui effectivement est connu à peu près pour faire la différence entre l'incertitude et le risque. Hein. Le risque, c'est ce qui est calculable. Et l'incertitude, c'est ce qui est non calculable. Bon. Alors, les gens savent peut-être ça, éventuellement. Mais sinon, il est ignoré et oublié de manière absolument massive. Donc on a un phénomène tout à fait extraordinaire. C'est comment se fait-il qu'un des fondateurs de l'école de Chicago, un des professeurs les plus révérés par tous les grands économistes qu'on connaît, Friedman, Stigler, etc., comment se fait-il qu'il soit jusqu'aujourd'hui ignoré à tel point que, pour moi c'est une date importante, le 9, c'était le 14, je crois que c'est en avril 2009, sur la première page du Financial Times, un prix Nobel d'économie qui s'appelle Edmund Phelps déclare « Comment se fait-il qu'on n'a pas pu prévoir la crise ?» Et c'est ça son article, en première page du Financial Times, il dit oh, « Parce qu'on a ignoré l'incertitude knightienne ». Alors c'est quand même assez extraordinaire. Moi je l'ignorais pas, ou j'ignorais qu'il fallait l'ignorer, je ne sais pas comment dire. Et ça existe, c'est absolument présent. Comment est-ce qu'on peut dire, étant que lui, alors je me suis posé la question d'ailleurs, est-ce que lui-même, après coup je me suis posé la question, est-ce que lui-même, puisqu'il connaissait, pourquoi il n'en a pas parlé? Alors où est-ce qu'il en a parlé? Alors j'ai pris ses articles, j'ai pris tous ces articles, et en particulier ceux qui traitent d'incertitude de 1962 jusqu'à cette date. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que sur 15 articles parus dans les revues d'économie, il y en a un seul qui traite de Knight. Donc, et celui qui traite de Knight date de 2007, c'est-à-dire après la remise du prix Nobel. Bon, ce qui est tout de même assez extraordinaire, et qui n'est rien que la reprise de son discours au prix Nobel, où il dit ce qu'il doit à Knight. Donc, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'interdit, assez violent. Voilà. Alors donc, voilà, je suis tombé par hasard en m'occupant de ces difficultés de raisonnement. La crise du critère, c'est pareil, c'est quelque chose qui est dénié. Donc on a une série de phénomènes qui sont plus ou moins déniés, mal compris, etc. Ça n'a rien de très mystérieux, sauf qu'il faut mieux pas en parler. Quand vous lisez les traités de droit administratif contemporain, la notion de crise du critère a quasiment disparu. C'est ce que j'ai retracé aussi dans l'article. Pour évoquer les conséquences de ce diagnostic, de cette incertitude knightienne et des questions qui se sont posées par la crise du critère de droit administratif. Je vous retrouverai pour une autre vidéo en vue notamment de traiter de la question de l'entrepreneur dans ce cadre. Romain Loeffer, merci de votre venue. Merci beaucoup.